et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle de ce qui est important pour la MRC Maria-Chapdelaine. Et cette semaine, on a du gros. On parle avec notre député fédéral, M. Richard Hébert. Bonjour, M. Hébert. Bonjour, M. Turcotte. Ça va bien? Oui, Pierre, toi? Oui, ça T'as va l'air très en bien. forme, en santé, un beau petit chandail, franchement. Ça va avec la nouvelle image. Bienvenue, parce qu'il est venu souvent dans nos studios. Hein, puis tu Mais vois, vraiment, là, je pense que la télévision communautaire, encore une fois, nous surprend. Puis aussi par sa durabilité. Oui. Vous êtes là depuis assez longtemps pour dire que vous avez vu passer bien du monde, bien des époques, bien des députés, bien des maires. Puis je suis content aussi d'avoir participé à certaines époques, là, de contribuer à faire, de maintenir la télévision communautaire, qui est un outil essentiel pour l'information dans le Haut-du-Lac. Bravo. Bravo à toute l'équipe. merci, on travaille fort. On est bien fiers, je vous dirais, Le résultat est là. du résultat. Petite question piège en commençant, parce qu'on parle de politique. En cette semaine d'Halloween, en quoi vas-tu te déguiser? Moi, je me déguiserai en Robin. En Robin? Oui, parce qu'il y a toujours un Batman dans ta vie, mais j'ai l'impression que je suis plus un Robin, moi. J'ai toujours aimé son costume. Je sais pas, il est particulier un Oui, peu. je te vois. Tu me vois avec mon Robin. costume de Robin? On va revenir aux choses sérieuses. Récemment, tu as été nommé à un nouveau rôle. J'aimerais que tu nous en parles. Qu'est-ce que c'est? Écoute, le 31 août, officiellement, j'ai eu l'appel du premier ministre, M. Trudeau, qui me demandait si j'accepterais la nomination de secrétaire parlementaire pour la petite, on dit petite et moyenne entreprise, mais petite entreprise et promotion de l'exportation. Évidemment, c'est un bel honneur, surtout dans un court laps de temps. Oui. Je vous rappelle que j'ai été élu le 23 octobre de 2017. J'ai été intronisé où je suis rentré en chambre le 21 novembre de la même année et que déjà, on me donne une fonction supérieure. Je trouve ça important. Je partage la fierté, évidemment, avec les électeurs, les commettants, puis toute la région parce que c'est une belle marque de confiance que j'ai reçue et j'ai assuré le premier ministre de ne pas le décevoir et de travailler d'arrache-pied. Et en plus, c'est que ce poste-là, il est adjoint, je suis adjoint, en fait, de la députée Mary Ng, qui est de la région de Toronto, qui est chinoise d'origine. Et Marie et moi, nous étions des voisins de banquette. Alors, on a passé des heures. Une fois, on a eu un filibuster. On est passé 21 heures ensemble sur le même fauteuil. Je ne sais pas si tu sais, mais ça donne le temps de jaser. Et que je sois l'adjoint de la ministre Ng, c'est extraordinaire. Quelle est ma fonction précisément? Oui, c'est quoi ce secrétaire parlementaire? Un secrétaire parlementaire, il y a plusieurs fonctions. Une, entre autres, c'est que le vendredi, en Chambre, la Chambre est plus... il y a beaucoup de monde qui voyage par le Canada. Et souvent, la ministre est absente en Chambre. Donc, je me dois de répondre aux questions de l'opposition, que ce soit le vendredi ou tous les jours de la semaine. Des fois, Mary est absente. Donc, j'ai répondu déjà à 2 questions venant de l'opposition. Donc, je dois répondre aux questions qui viennent de l'autre côté. Je donne un exemple. Quand la question est posée, il me reste 30 secondes. Quand la personne se lève en Chambre, j'ai évidemment un cadre de réponse pour être capable de répondre les bons éléments. Mais il me reste 30 secondes pour réfléchir, pour pouvoir me lancer moi aussi 30 secondes. Et lorsque tu dépasses, tu arrives à 32, 33, 34 secondes, le microphone est coupé. Alors, la deuxième fois, j'en avais mis un petit peu trop long, alors j'ai été coupé. Là, le monde te reconnaît. Oui. Et aussi, le poste, c'est que j'assiste la ministre dans tous ses déplacements, dans toutes ses réunions et surtout dans toutes les décisions qu'elle va prendre. Moi, je l'ai rencontrée, puis je lui ai dit, car, premièrement, c'est quoi ma job? Deuxièmement, c'est quoi mon pouvoir, puis c'est quoi mes outils? Oui. Elle me dit là-dessus, écoute, ton travail, c'est de m'assister, puis je vais prendre beaucoup de conseils avec toi. Puis au Québec, c'est un peu toi le ministre de la petite entreprise et de la promotion de l'exportation. J'étais un peu surpris. Je dis, là, non, elle dit, premièrement, à cause du fait français. Oui. Tu parles français, alors tu vas faire la promotion, particulièrement au Québec, puis dans les régions francophones du Canada. Parfait. Et quel est mon pouvoir? Bien, ton pouvoir, c'est celui-là. Tu en as autant que moi. Bon, soyons relatifs. Ouais. Et troisièmement, quels sont mes outils? Tout ce qui est à ta disposition, tout ce que j'ai est à ta disposition. Alors, chaque semaine, on se rencontre, on met notre plan d'action ensemble. J'ai maintenant une assistante qui m'est fournie par le ministère, qu'on appelle ça une PSA, Parliamentary Secretary Assistant, une assistante de secrétaire parlementaire. Elle, Corinne Havard, c'est son nom. C'est elle qui me permet d'avoir la relation directe avec la ministre, parce que la ministre est très, très occupée. Oui. Écoute, elle voyage d'un océan à l'autre aussi. Il y a ça. Donc, c'est un peu mon rôle d'assister la ministre et aussi de participer, comme la semaine prochaine, du 14 au 20 et quelques. C'est la semaine des petites et moyennes entreprises au Canada. Petit point. Oui. 98 des entreprises au Canada sont des petites et moyennes entreprises. 90 des emplois qui sont au Canada proviennent de la petite entreprise. C'est 10 millions d'emplois.
Donc, c'est l'épine dorsale du Canada. Moi, je le dis souvent, là, on pense encore là, à la grande entreprise là, qui vient de sauver les villes, mais c'est la petite entreprise là, qui Rappelons-nous crée un petit fait d'histoire. Il y a quelques années, quand on a fermé la papetière ici en bas de la côte, on est venu dans une position un peu difficile. Le conseil de l'époque a pris une bonne décision, c'est-à-dire de dire, nous allons faire un congé de taxes sur la grande entreprise, nous allons répartir également sur les citoyens et sur les petites entreprises. Et c'est le fait que Dolbeau-Mistassini avait des petites entreprises en santé et bien incorporées dans son milieu qu'on a pu passer au travers de cette crise difficile-là. Et les petites et moyennes entreprises, c'est ce que ça fait au Canada. Moi, donc, de recevoir cette nomination-là pour les petites et moyennes entreprises, je n'aurais pas souhaité mieux que ça. Je suis très, très heureux de la nomination. Donc, j'ai du travail à faire, j'ai des dossiers à comprendre. Je suis en rapport avec la Banque de développement du Canada, Can Export ou l'exportation canadienne. Il y a 4 ministères à lesquels je fais affaire. Okay. Donc, je fais affaire avec la ministre Joly, je fais affaire avec la ministre Kirsty Duncan, qui est aux sciences et technologies, le ministre Nev Bain, qui est à l'innovation, et la ministre Ng, qui est aux petites entreprises et la promotion. Pour toi, c'est une belle école, je pense aussi, parce que là, tu touches à plein de ministères, tu vois, parce qu'on sait que quand tu arrives en politique, là, à go, on va passer du municipal au fédéral. Écoute, quand je regarde un peu par en arrière puis que je vois la progression assez rapide quand même que j'ai eue au cours des derniers temps, il y a des fois que je regarde ça et je dis « Waouh, c'est quelque chose ». C'est beaucoup d'apprentissage. Je suis toujours un peu en période d'apprentissage, mais j'apprends rapidement. Et puis, j'ai d'autres accès aussi. C'est sûr que lorsque je téléphone à un député ou à un ministère quelconque et je dis « Richard Hébert, secrétaire parlementaire », oups, là, c'est un peu différent. J'ai plus de pouvoir, entre guillemets, de faire influencer des choses. Je pourrais vous donner des rencontres que j'ai eues au cours des dernières semaines. Là, je bifurque, tu sais, comme je suis quand je décolle. On a eu quelque chose par rapport, vous en parlerez au maire Cloutier qui était ici avant moi, on a eu des rencontres par rapport aux caribous forestiers. C'est quelque chose qui me préoccupe, donc le maire de Saint-Félicien, le maire de Dolbeau-Mistassini, puis il avait accompagné d'Alain Poirier, qui est le maire de Lebel-sur-Quévillon. On a eu une rencontre avec une dizaine de fonctionnaires. Ils sont sortis extrêmement rassurés de la rencontre. Ils ont compris comment ça fonctionne. Pas qu'on ne les a pas imposé une idée, on leur a dit, voici quelle est la situation. Ouais. On ne prendra pas de décisions qui vont faire fermer des villes. Ouais, ce n'est pas les décisions qu'on va prendre. On va trouver un équilibre. Et on ne veut pas appliquer une solution mur à mur de la Colombie-Britannique à aller jusqu'à Terre-Neuve. On va trouver un ajustement. Les gouvernements souvent sont bons pour ça, du mur à mur. Oui, mais Mme McKenna a assuré et ses représentants ont assuré. Donc, le fait que j'étais secrétaire parlementaire, ça m'a permis, avec mon nouveau confrère Sean Fraser, qui est le secrétaire parlementaire à l'environnement, de pouvoir avoir des discussions. Je vous parlerai d'Ariane Phosphate, dans lesquelles je travaille aussi à l'heure actuelle pour pouvoir aider cette entreprise à croître. Parce que le but du secrétaire parlementaire de la petite entreprise et l'expromotion et l'exportation, c'est de faire croître les entreprises, de les faire innover et de les faire exporter. Oui, c'est ça. Tu sais, on est une région d'exportation. Qu'est-ce qu'on fait avec l'aluminium? Oui. On l'exporte. Le bois, le papier, nos produits agricoles, on s'en sert, mais on les exporte aussi. Donc, nos politiciens? Nos politiciens, on les exporte. Mais ils reviennent. Et ça va dans les deux sens. Bref, c'est un peu la fonction que j'ai, des nouvelles fonctions que j'ai au sein du gouvernement. Parfait. Bien, en tout cas, on va te souhaiter bon succès là-dedans parce que, écoute, tu as l'air à l'aise, tu as l'air en forme. J'espère que ça continuera. Ça va bien. Plusieurs dossiers, je veux te parler. J'ai 4 dossiers ici, mais on va sûrement déborder. On est bon là-dedans. Oui. À l'heure où on se parle, pas quand on enregistre, mais au moment où la diffusion de l'émission, parce qu'on n'est pas en direct, ceux qui ne le savaient pas. Le cannabis est maintenant légal. C'est un projet de votre gouvernement qu'on attend. Bon, on a entendu parler, il y a des peurs, il y a des gens qui rassurent, il y a plein de choses. On en est où? Comment tu analyses tout ça, toi? Puis comment tu peux rassurer aussi les gens face à certaines craintes que des gens ont? On peut comprendre. Et aussi aux municipalités qui ont beaucoup fait des règlements très stricts. Je pense qu'on peut comprendre pourquoi, pour savoir où on peut fumer ou pas de cannabis. Tes réflexions là-dessus, s'il te plaît, M. Hébert. Ça me fait plaisir, mon cher Pierre. Écoute, c'est une décision courageuse du gouvernement qui l'ont pris, parce que dans la plateforme électorale, le gouvernement Trudeau a dit « Nous allons légaliser le cannabis ». C'est fait. Et je crois qu'avec le temps, les gens vont se rendre compte que ce n'est pas si épeurant que ça. C'est un peu comme l'alcool. Moi, je fais le même parallèle avec l'alcool. C'est pas le but de l'affaire, c'est pas d'inciter les gens à consommer. C'est de contrôler le cannabis lui-même et aussi à qui on va le vendre. On n'a jamais vu un enfant, à partir de la Société des alcools, un enfant en bas de 18 ans avec une pinte de gin ou une bouteille de vin. Ça se peut pas. Donc là, il est vendu dans un endroit contrôlé.
la Société québécoise du cannabis est en train de mettre en place ces endroits. Il n'y en a pas encore beaucoup. Je suis un peu étonné. Je pense qu'il va y en avoir un à Saguenay. Oui. Bon, ça va se replacer. Et aussi, tous les argents qui vont être retirés de ça vont pouvoir servir justement à la prévention. Et puis, on regarde ce qui se passe dans les États aux États-Unis. Il y a presque une dizaine d'États qui le font, qui ont légalisé le cannabis. On n'entend pas parler de choses extraordinaires. Amsterdam, ça fait quoi, 20 ans, 25 ans? En Uruguay, ça fait déjà un certain nombre d'années. Donc, je n'ai pas vu d'augmentation. En tout cas, des lectures que j'ai faites, je n'ai pas vu d'augmentation de crimes. Je n'ai pas vu d'augmentation d'accidents d'automobile. Pensez à l'alcool. Parce que la réalité, c'est que les gens qui fument du cannabis, ils en fument déjà. Là. Oui. Ils en fumaient déjà avant que ce soit légal. Puis que les villes aient pris des décisions de les interdire dans un endroit public, c'est parfait. C'est pas au gouvernement de dire voici ce que vous allez faire, voici le cadre dans lequel vous pouvez agir, maintenant agissez. J'ai vu la Corporation des propriétaires d'immeubles à Corpic qui ne veut pas que ça consomme dans leur établissement ou dans leur loyer ou dans le. Mais c'est correct. Ils ont le droit de faire les règles. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est imposé. C'est quelque chose qui va permettre, de soutirer de l'argent dans les poches du crime organisé. Oui. Ça, c'est plusieurs milliards par année. Donc, on va les ralentir un peu. Puis, je vous rappelle que dans les 10 dernières années du précédent gouvernement, on est passé du 27e rang dans les premiers rangs des consommateurs au monde. Donc, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Les gens qui sont je veux dire, on sait qu'est-ce que ça sent. Oui. Je pense pas que ça saute sur le monde puis que ça les fait se changer en couleur vert ou bleu pâle, ou peu importe. Non, tu sais, à un moment donné, on est en 2018, il y a bien des choses qui se produisent. Tant qu'à ça, je pourrais dire que l'Internet est aussi dommageable que le cannabis, oui. si on se met à regarder ça. Bref, il faut relativiser les choses. Puis moi, je pense que les mois qui viennent et les années qui vont montrer que c'était pas si mal que ça, dans le fond. Puis je pense qu'il n'y aura pas d'augmentation. Puis ceux, comme tu l'as dit, ceux qui en consomment déjà vont continuer. Les jeunes qui veulent s'initier à ça, je pense que ce qui est plus dangereux que le cannabis, je fais un petit parallèle, c'est tous les amphétamines, les petits gars, les petites filles, ils volent les pilules dans les pharmacies des parents puis ils les vendent. Donc, on est dans une autre affaire. Donc, ce n'est pas le cannabis qui est le vecteur le plus dangereux, à mon point de vue. Puis je pense que c'est une bonne chose de légaliser cette substance. Parfait. Autre dossier qui était très chaud et très long, l'ALENA avec notre bon ami Donald. Oui. Donc, ça s'est réglé en dernière seconde. Bon, les mauvaises langues vont dire qu'on a encore sacrifié, le Québec a encore sacrifié au nom de l'industrie automobile ontarienne. Bon, tu as tout entendu de toute façon, je ne répéterai pas tout ça. Qu'est-ce que tu as à dire, mettons, pour rassurer les agriculteurs, les producteurs laitiers? Parce qu'on en a beaucoup dans la région ici, là. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a 500-600 au moins, là. Ce que je peux dire, c'est une bonne entente, malgré qu'il y a eu le 3,59 qui s'additionne au 3 plus au 2 on est alentour de 8 ou 9 Mais il faut savoir que c'est une négociation qui n'était pas souhaitée par le Canada. C'est pas nous autres, c'est lever le matin et appeler Donald Trump. Vous rappelle qu'il a dit la pire mauvaise entente, c'est l'ALENA. Ça, il voulait complètement scraper ça. L'autre affaire, la gestion de l'offre, c'était le point le plus difficile. Parce que eux, ils ont des fermiers, puis ils ont des problèmes, eux autres aussi. Savais-tu qu'au Wisconsin, il y a autant de vaches qu'il y en a au Canada en entier? C'est des usines qui font. Nous, on a un autre mode qui est plus, pas artisanal, mais qui est plus familial. Qui est plus sain. Non, oui, tout à fait. Puis je pense que là, c'est le temps de comprendre une chose. Pour les consommateurs, là, encourager la petite vache bleue, parce que là, on va pouvoir étiqueter sur les emballages les produits qui sont des produits canadiens. Les gens devront faire l'effort. C'est sûr que si le gars veut sauver 50 cents, on ne peut pas l'empêcher. Mais il y a une chose certaine, il y aura des compensations qui vont permettre aux agriculteurs de compenser les pertes qui ont été attribuées là-dedans. La négociation de l'entente était une entente globale. Là, on voit l'histoire des agriculteurs, puis ils ont raison d'être un peu fâchés, je les comprends. Mais à un moment donné, quand on dit négociation, ça veut dire qu'il y a toujours il y a des échanges. Bien, c'est ça l'idée, c'est que tu fais un compromis pour que l'autre fasse un compromis. On dit que pour y avoir une collision, il faut qu'il y ait la preuve de un sur l'autre. Bien, une négociation, c'est un peu la même affaire. On en laisse, puis on en prend. On a conservé l'accès à le plus grand marché au monde pour nous. C'est 2 milliards d'argent qui traversent la frontière de chaque côté, à chaque jour. On a conservé, là je déborde un peu, mais je reste toujours dans l'AEUMC. On a conservé l'exemption culturelle qui nous caractérise. Oui. C'est 650 000 emplois qui ont été préservés. On a conservé le droit de se défendre par un tribunal international. Si on n'avait pas eu ça, là, 57 millions que Résolu a récupéré du bois sur calendrier, du papier sur calendrier, il ne l'aurait pas. Ouais.
Et le Mexique a perdu ce droit-là. Nous, on l'a conservé. Donc, il y a eu des gains. Il a fallu en laisser un petit peu, je l'avoue. Puis maintenant, on a des groupes de discussion entre les producteurs et le gouvernement. On va trouver un consensus, une façon de compenser de manière juste et équitable. Puis moi, je souhaite dans le meilleur délai. Honnêtement, si j'avais à dire une date, là, je souhaiterais, l'idéal, ce serait qu'avant les fêtes, qu'on ait pu régler cette affaire-là pour qu'on puisse passer à autre chose. C'est sûr que c'est une perte, puis on le comprend, puis je le dis à tous les producteurs agricoles, on est obligé, oui, de faire certaines concessions, mais je vous rappelle que M. Trump voulait complètement détruire l'ALENA. Oui. Donc, on a gardé une bonne partie. Si on garde ça vitement, il en reste encore 90 et plus qu'on a conservé. J'avais une petite pensée parole. Ma blonde a dit, c'est pas très drôle, mais il vaut mieux survivre avec une plaie infectée que de mourir avec une plaie propre. Il n'y aurait pas eu d'entente sinon. Puis si on a fallu qu'on ferme le marché avec les États-Unis, on aurait été beaucoup plus perdant. Tu as parlé de l'industrie automobile. L'industrie automobile, c'est le cœur industriel du Canada. Il ne faut pas l'oublier. Il y a des échanges. On consomme des automobiles aussi. S'il avait fallu qu'ils surtaxent les automobiles qui traversent d'un bord et l'autre de la frontière, ça aurait été encore pire. Parle-moi aussi du 25 de l'acier puis du 10 de l'aluminium. Tu me le poses la question, je vais te répondre. 10 sur l'aluminium. Je vais revenir. Oui, d'accord. 10 sur l'aluminium, ça peut paraître gros, mais à l'heure actuelle, l'industrie n'a pas fait de demande auprès de la banque de la BDC. On n'a pas entendu parler encore de ça. L'acier, c'est un petit peu plus compliqué parce que l'acier il est tout stocké présentement dans les entrepôts aux États-Unis. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais je vous rappelle que lorsque cette surtaxe injuste est arrivée, le gouvernement du Canada a répliqué tout de suite en disant « Ouais, ben on va vous surtaxer. » C'est 16 milliards qu'on les a mis de taxes de l'autre côté. Alors, c'est du donnant-donnant. Et j'ai l'impression, j'ai lu Raymond Bachand, qui était un des négociateurs autour des tables, qui dit qu'aux alentours du début novembre, qui correspondrait probablement avec les élections de mi-mandat américaines, il pourrait avoir une certaine ouverture. On le souhaite. Le gouvernement continue à réclamer que cette taxe injuste soit enlevée. On va essayer, on va continuer à frapper aux portes. Mais je vous avoue une chose, puis je parle aux auditeurs, là, qui aurait cru un jour de voir un personnage comme Donald Trump diriger les États-Unis? On est tous un peu surpris. On souhaiterait quasiment qu'il ne soit plus là, mais il est là parce que les Américains l'ont choisi. Alors, on est obligé de vivre en démocratie avec nos voisins. Puis, il vaut mieux avoir une mauvaise entente que pas d'entente du tout à l'heure actuelle. Puis on l'avait dit, puis j'étais en chambre, nous aimerions mieux avoir une bonne entente que pas d'entente du tout. Nos amis d'en face voulaient absolument, depuis 2 mois, qu'on signe à tout prix. On n'a pas voulu. Puis, Mme Freeland, là, si vous pouvez voir la petite femme énergique, elle me racontait, parce que j'ai des liens avec elle, elle me racontait qu'il y avait des journées où elle rentrait dans une salle, puis toutes des mastodontes de 6 pieds, puis l'influençait physiquement pour lui faire peur. Mais elle n'a jamais perdu sa superbe. Il y a eu une émission qui a passé à Tout le monde en parle. Je pense qu'elle s'est bien défendue, puis elle a dit franchement ce qu'elle pensait. Puis moi, je lui lève mon chapeau, puis je le répète, c'est peut-être pas l'entente qu'on souhaitait à 100 mais c'est une bonne entente pour le Canada, puis les échanges avec les Américains. Parfait, j'aime ça, j'aime ça. À l'occasion canadienne pour enfants, on va pouvoir toucher ça plus tôt. Monsieur Duclos a annoncé ça. Oui, justement, vu qu'elle est enregistrée, en fait, c'était il y a quelques temps à peine, on est allé sur place dans une garderie, là-bas, au rang Saint-Martin, dans la région de Chicoutimi, pour que les parents puissent bénéficier d'une augmentation plus rapide. Pour ceux qui ont des enfants, ils sont à même de savoir que cet argent-là, qui est net d'impôts, qui arrive à tous les mois, ça aide les familles à acheter des vêtements, d'acheter tout ce que pour les loisirs de la petite famille. Je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne mesure. Et on sort 9 enfants sur 10 sortis de la pauvreté. C'est plusieurs milliers de familles au Canada ça peut les aider. Moi, je le sais parce que lorsque j'ai fait campagne, puis je rentrais dans les maisons, puis je voyais des petits souliers à la porte, je posais la question à savoir, est-ce que c'est utile pour vous l'allocation canadienne par enfant? La plupart ont toujours dit, oui, ça nous aide. Donc, le ministre Duclos a annoncé une augmentation. Les chiffres, je ne voudrais pas m'égarer dans les chiffres, mais il y a une augmentation substantielle qui permet justement de donner un petit peu plus d'oxygène aux familles qui triment dur, puis pour que la classe moyenne là, puisse vivre un petit peu plus aisément. Je pense que c'est une très, très bonne chose. Quand on aide les familles puis quand on aide les enfants, c'est une bonne chose. En même temps, ils ont aidé aussi les personnes âgées aussi. Ça fait que, les deux bouts du spectre. Et c'est parce que quand tu aides les enfants, c'est eux qui grandissent, c'est eux qui vont être la future génération. Fait que quand ils sont capables de grandir, c'est mieux qu'un trick d'impôt comme le précédent gouvernement qui disait on va te soustraire ça à la fin. Non, non. Moi, je veux de l'argent comptant à chaque mois pour aider ma famille. Oui, parce qu'avec l'impôt, on l'a tué, on l'a tue pas, c'est coupé. C'est perdu dans un... De toute façon, je ne comprends rien à ça, l'impôt. Je vais être bien honnête avec vous. Dernier gros sujet, quand même, c'est 2 sujets là, que j'ai mis en opposition.
Le GIEC, là, donc le groupe d'études sur les changements climatiques, Ouais. qui, bon, comme à toutes les fois, là, chaque fois qu'il parle, c'est de plus en plus alarmant. Oui. On sait que ton gouvernement a Oui. été élu en parlant beaucoup d'environnement, bourse du carbone, aussi, ça aussi, c'est pas facile avec M. Ford, avec, bon, Oui. on sait ça. Versus la décision d'acheter un oléoduc, transporter du pétrole, quand on sait que la solution, c'est sortir du pétrole. Je veux t'entendre là-dessus parce que, bon, c'est plein de sujets. Oui. Je sais que tu es bon pour jongler avec Écoute, je vais répondre avec la plus grande franchise, c'est que c'était encore une décision qui a été controversée, mais qui était une bonne décision parce que l'oléoduc, il existe déjà. Oui. Donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est de grossir un peu son volume pour permettre de pouvoir en exporter plus. Parce que des sables bitumineux au Canada, c'est l'endroit où il reste le plus de pétrole dans tout le monde entier. Oui. À venir jusqu'à date, il y a encore des voitures qui fonctionnent au pétrole. J'ai une voiture électrique. J'en consomme aussi un peu. Des paquebots qui traversent la mer, ça prend du pétrole. Des avions. Donc, on est encore dépendant de cette chose-là. C'est dans le but, justement, de trouver une certaine souveraineté, de ne pas être au crochet des autres, puis d'en exporter. On en a suffisamment. Puis aussi, c'est qu'en le poussant un peu plus... au lieu que nos clients ne soient que les Américains, c'est maintenant vers l'Asie qu'on va pouvoir le distribuer. Oui, ça fait un peu, ça grince les oreilles un peu des environnementalistes. Puis c'est normal. Cependant, est-ce que vous avez une meilleure solution à court terme? Est-ce qu'on pourrait véhiculer d'autres choses avec d'autres méthodes? Le troc? Peut-être. Mais il y a une chose certaine, je pense que du côté de l'Ouest canadien, ils sont très heureux de pouvoir exporter un peu plus de pétrole. C'est un peu plus difficile en Colombie-Britannique. Les communautés autochtones sont à consulter. On a eu une petite tape sur les doigts. C'est correct. C'est correct. Ça a été écouté. J'avoue que je suis content que tu ne soyez pas allé. Non. Les tribunaux, ça aurait été une perte de temps, une perte d'argent. On a compris qu'on n'avait peut-être pas fait les devoirs correctement. On va reprendre à la base. On va rencontrer les communautés autochtones pour pouvoir faire mieux comprendre puis qui acceptent un peu plus. Je vous rappelle qu'il y a certaines communautés autochtones qui sont très heureuses, d'autres qui le sont moins. Mais dans une société, il y a toujours ça. Les gens ne sont pas satisfaits à 100 Donc, la décision, c'est une décision, encore une fois, qui n'a pas été facile, mais qui était sous le sens de pouvoir en exporter plus. C'est des milliards, c'est presque une dizaine de milliards de plus de dollars par année. Donc, ça contribue au trésor. Ça, je le comprends. Mais où j'ai un problème, c'est parce que, les sables bitumineux, on est d'accord, c'est le pétrole le plus polluant sur la planète. Oui. Ça aussi, là, je veux dire, là l'Alberta, ça commence. Si tu prends des photos de l'Alberta de haut, là, en noir et blanc, ça recommence à ressembler à la Lune. Là. C'est pas très beau. C'est pas très beau. Mais oui. Et de l'autre côté, ben, la crise climatique, là, tout nous montre que ça va de manière exponentielle, que ça va aller très vite. Puis moi, je ne suis pas inquiet au niveau des gens parce que je les vois, les jeunes, et je pense que dans 2-3 générations, les gens vont être rendus très, je veux dire, dans l'idée ou dans la tête des gens, on va être rendus là. Mais est-ce qu'il va être trop tard pour certaines choses? Parce que ça va vite, là. Je suis d'accord avec toi sur un point. L'environnement, c'est la chose à laquelle il nous tient plus à cœur parce que c'est ce qui nous entoure. Parce que tout le reste n'aura plus d'importance, là. Tout à fait. Puis l'autre affaire, c'est de dire que c'est important qu'on puisse exploiter cette ressource-là parce qu'elle est là et elle est existante. Cependant, il faut absolument comprendre que je suis un peu perdu dans mon fil, mais il reste que... Ah oui, c'est là que je voulais m'en venir. Ce pétrole-là qu'on exploite, à l'heure actuelle, il rentre dans le domaine de la péréquation. L'huile sale d'Alberta, c'est ça qui paye nos routes et nos écoles présentement au Québec. Il ne faut pas l'oublier, ça. Tu sais, on dit que l'argent n'a pas d'odeur. Dans ce cas-ci, c'est pas mal ça. Parce qu'à l'heure actuelle, le Québec est beaucoup plus dépendant de la péréquation qu'il y a 15 ou 20 ou 30 ans. Donc, on en profite monétairement. Donc, quand des gens disent « Ouais, c'est de l'huile sale », tu as tout à fait raison, c'est pas quelque chose de propre, les résidus qui vont avec ça. Mais à l'heure actuelle, c'est ce qui permet de construire, qui aide le Québec dans son... Je ne veux pas les chiffres exacts, encore une fois, mais on en retire énormément de la péréquation. Ça, c'est une partie de la réponse. L'autre affaire, c'est de... Est-ce qu'on peut continuer ou venir à ne plus en consommer du pétrole? Je le souhaiterais. Mais il y a encore un peu plus loin. Moi, ce que j'aime pas de nos adversaires en face, quand on dit qu'il n'y a pas... Eux autres, ils disent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, ils disent qu'il y a une augmentation de la température, tu devrais voir ça en chambre. L'autre affaire, c'est de dire qu'ils ne payeront pas, ils appellent ça la taxe sur le carbone. Nous, on dit que c'est le prix à payer pour la pollution.
Tu sais ce que c'est la taxe du carbone? Oui, puis on dit à la compagnie, tu pollues, mais tu vas payer pour t'entendre. Puis on voit que ceux qui sont devenus, qui ont fait le tournant vers l'économie verte en profitent beaucoup. Là. Ici, on a Gazon Savard, entre autres. Oui. Il y en a plein qui sont capables d'aller chercher des crédits de carbone, Oui. donc de l'argent pour investir. Tout à fait. Ça, c'est génial, mais là, on sent que les gouvernements, entre autres en Ontario, là, Puis il n'y a pas juste en difficile. Ontario, il y a d'autres à Saskatchewan. Il y a plusieurs gouvernements qui brandissent la menace de ne pas payer leur juste part. Je pense que ce n'est pas très productif. Parce que la pollution, malheureusement, ça augmente. Tu as vu, le dernier rapport était assez alarmant du GIEC. Là, il ne reste plus rien que ça. Là. Il faut que les politiciens s'emparent de ça et qu'ils trouvent des moyens. Je regardais, on a annoncé en Colombie-Britannique le plus gros, le gaz liquéfié. Ouais. C'est une autre forme aussi. Est-ce que c'est mieux que l'huile? Je ne sais plus. Moi non plus. Honnêtement, je m'aperçois que même si des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas, mais qui sont comme un peu nécessaires. Des fois, c'est des mal nécessaires. Je dirais, pour clore un peu le sujet, que l'histoire de l'exploitation des sables bitumineux, c'est un mal nécessaire pour l'instant. C'est pas la réponse satisfaisante. Non, que mais tu souhaites. il n'y en a pas de réponse satisfaisante là-dedans parce que il faudrait vraiment un coup de barre. Oui. On le sait où il faut aller, mais je suis d'accord que je ne sais pas nécessairement il y a où l'escalier qui va nous mener là. Puis l'environnement est extrêmement important. Vous l'avez vu lors des dernières élections au Québec. Ben, il n'y a pas rien que ça, c'est que là, à un moment donné, ça va on le voit encore, là, il y a un ouragan qui doit frapper en ce moment la Floride. Oui. Mais ça, il y en a de plus en plus. Je veux dire, tout ça. Puis on n'a pas parlé d'immigration où il y avait 100 000 personnes qui étaient dans les rues qui sont inquiets de l'avenir avec l'arrivée du nouveau gouvernement. Mais Ça sera une autre émission. ça sera une autre émission. Écoute, ça passe vite. Donc, je vais faire une série spéciale juste pour toi. On va passer genre 2 heures avec Richard Hébert. On va passer un dimanche soir. On va couper ça en tranches. Je changerai de cravate une fois de temps en temps pour voir si c'est une émission différente. C'est Je suis toujours correct. très heureux de te rencontrer parce que tu es un bon animateur. Oui, puis T'es merci un bon d'être journaliste. disponible aussi. Parce que quand tu es dans le comté, on sait que tu as des engagements un peu partout au Oui, Canada. j'ai beaucoup de rencontres, mais j'aime mon travail. Je suis très heureux de la confiance que j'ai reçue de mes commettants. Et sachez une chose, vous pouvez toujours me contacter. Je suis toujours à l'écoute. Je fais le mieux que je peux dans les circonstances, puis j'améliore toujours mon rendement de jour en jour. Alors, on verra pour les prochaines. Bon succès pour la suite. Merci, mon Au Pierre. plaisir. Salut. Et vous, merci d'avoir été des nôtres. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Bonne semaine. C'est une belle journée. Zodan, monsieur? Il y a des milliers d'emplois pour les sociaux comme toi. Plus d'1 300 000 postes à pourvoir d'ici 10 ans. Trouve ta place. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français.